Au brunch, ma mère a dit, si ce n'était pas par pitié, personne ne t'aurait invité. J'ai bu une gorgée de mon café et j'ai souri. Ce soir-là, je me suis connecté, j'ai désactivé tous les comptes de crédits familiaux, et j'ai envoyé un email à mon avocat concernant la vente du chalet. Quelques jours plus tard, mon frère a appelé encore et encore. Je n'ai jamais décroché. Lors d'un brunch au cœur de la Nouvelle-Orléans, ma mère a levé son verre de mimosa et a souri d'un air narquois, sans la pitié. Penses-tu vraiment que quelqu'un t'aurait invité ici? Ce n'était pas dit pour amuser, et ce n'était certainement pas destiné à nous rapprocher. C'est tombé comme un coup calculé, assez vif pour piquer, mais assez subtil pour que personne ne puisse la reprendre. Ma tante a lentement siroté sa boisson sans me regarder et a ajouté, comme si on lui faisait une faveur, laissons-la se sentir importante pour une fois. Soudain, la table à manger ressemblait plus à une scène de théâtre. Ils étaient des acteurs chevronnés dans des rôles familiers. La mère à la langue acérée, la tante détachée, le frère blagueur, et moi, la seule dans la pièce sans réplique. J'étais assise là, tenant ma tasse de café comme si c'était la seule chose qui me rattachait à l'instant, souriant quand il le fallait, hochant la tête au bon moment, comme si je n'existais pas. Mais j'ai tout entendu, haut et fort. Bienvenue à Cendre de famille, où les secrets de famille sont mis à nu et où la vérité n'a plus nulle part où se cacher. Vous est-il déjà arrivé d'être assis parmi des gens qui se disent votre famille, mais de vous sentir au fond comme un étranger? Ils ont besoin de vous quand les factures arrivent, quand leurs comptes sont dans le rouge, quand ils veulent paraître prospères sans en payer le prix. Mais quand vous êtes assis là, silencieux, fatigué, espérant juste un regard bienveillant, ils font de vous la blague, le blessé qui doit faire semblant de ne pas souffrir, parce que si vous parlez, vous êtes trop sensible. Soudain, c'est vous le problème, pas eux. Alors, que faites-vous dans une famille comme celle-là, où l'affection vient toujours avec une contrepartie et où l'amour est réservé à ceux qui savent se taire? Restez jusqu'à la fin. Parce que certaines rébellions ne s'accompagnent ni de cris ni de vengeance. Parfois, il suffit qu'une seule personne décide de desserrer son emprise sur la chaîne que tout le monde pensait qu'elle tiendrait pour toujours. Je m'appelle Rachel Monroe. J'ai 35 ans. Je vis seul dans un appartement de 2 chambres à Houston, au Texas, et je travaille comme comptable judiciaire pour un cabinet privé spécialisé dans les finances désordonnées, les dépenses cachées, les déclarations fiscales négligées, des chiffres si petits qu'ils semblent inoffensifs jusqu'à ce qu'ils fassent discrètement couler une entreprise. Ce travail exige de la précision, de la logique et beaucoup de patience. Ce qui est drôle, c'est qu'aucune de ces compétences ne m'a jamais aidé avec ma propre famille, car dans ma famille, la logique ne l'emporte jamais sur l'émotion. Et l'équité, c'est un concept étranger qu'ils n'évoquent que lorsqu'ils sont du côté des perdants. Ma famille est dispersée. Certains vivent à Bâton Rouge, d'autres à Jackson, quelques-uns à Lafayette. Mais la géographie n'a jamais été un obstacle à la toile invisible qui les relie et me piège. C'est le genre de famille où si vous demandez qui paie, vous obtiendrez le silence. Mais si quelqu'un dit « Rachel s'en occupe », tout le monde hoche la tête. Personne ne s'y oppose. Personne ne bronche même. Parce qu'aussi loin que je me souvienne, j'ai été la personne stable. Et dans notre famille, la stabilité signifiait la responsabilité. Et la responsabilité, c'était toujours moi. J'achète les billets d'avion de ma mère à chaque vacances parce qu'elle est trop vieille pour comprendre les réservations en ligne. Je réserve des hôtels pour ma tante quand elle vient à Houston parce que, tu es plus proche, ma chérie. Je laisse Jacques, mon frère aîné, emprunter ma carte de crédit pour réserver un voyage d'anniversaire avec sa petite amie parce qu'il me remboursera dès que sa prime tombera. La prime n'est jamais arrivée. L'argent non plus. Et moi, je ne l'ai jamais réclamé. Je me suis habitué à être le plan de secours, le portefeuille de secours, le sponsor non crédité. Au début, c'était quelques centaines, puis quelques milliers. Finalement, ce furent des chapitres entiers de ma vie. Je pensais que si je donnais assez longtemps, peut-être qu'un jour il me verrait différemment. Que je deviendrais une partie essentielle de la famille au lieu d'être simplement, elle, la sœur étrange, célibataire, vivant seule, apparemment réussissant, mais avec un travail que personne ne comprenait vraiment. J'ai passé des années à m'accrocher à cet espoir fragile. Que l'affection pouvait s'acheter par le dévouement. Que l'amour pouvait se construire sur l'obligation. Mais plus je donnais, plus j'apprenais que lorsque vous êtes la seule à prendre vos responsabilités, vous serez aussi la seule à blâmer quand tout s'effondrera. Et puis il y avait le chalet du lac Cattle,
un endroit qui était autrefois le décor de nos soi-disant souvenirs de famille, où tout le monde se réunissait pendant les étés étouffants, faisant des barbecues dans le jardin, mettant la musique à fond, laissant les enfants courir librement sur l'herbe. Un endroit qu'ils appelaient tous, le nôtre, une propriété familiale partagée. Mais le nom sur l'acte de propriété, c'était seulement le mien. Parce qu'en 2009, lorsque mon père était sur le point de perdre le chalet suite à une saisie immobilière après un défaut de paiement sur un prêt bancaire, j'étais la seule avec une cote de crédit assez bonne pour être co-emprunteur. J'ai signé. Personne ne m'a remercié. Ils ont juste dit « bien ». On a pu le garder. Depuis lors, chaque frais d'entretien, de réparation, de paiement d'assurance et de taxes foncières est sorti de ma poche. Je payais chaque facture comme si je payais les charges de mon propre appartement. Et pourtant, ils ne demandaient jamais. Ils venaient au chalet comme si c'était leur droit divin. Ils commandaient de la nourriture, laissaient des déchets derrière eux, oubliaient d'éteindre la climatisation en partant. Certains laissaient même leurs amis emprunter l'endroit sans me le dire. Et moi, celle qui l'avait sauvé de la saisie, qui avait raccroché les photos au mur, qui pelletait la neige chaque hiver. Je n'ai jamais reçu un seul appel pour prendre de mes nouvelles. J'ai vécu comme ça trop longtemps, pensant que je faisais ce qu'il fallait, que si je ne prenais pas les choses en main, personne ne le ferait. Mais la vérité, c'est qu'ils n'avaient jamais eu besoin que je le fasse. Ils avaient juste besoin que j'encaisse. Et je l'ai fait. Jusqu'à ce jour, à ce brunch à la Nouvelle-Orléans, où ma mère a levé son mimosa, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, sans la pitié, « Penses-tu vraiment que quelqu'un t'aurait invité ici ?» C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment fait partie d'eux. J'étais une solution de facilité, et cela n'allait pas changer, à moins que je ne le change moi-même. Ce brunch a eu lieu dans un restaurant français en plein milieu du Garden District, le genre d'endroit qui ne sert que des œufs bénédicts de saison, plie les serviettes en forme de cygne et facture 3 fois le prix d'un café Starbucks. Mais personne ne se plaint parce qu'il y a de l'ambiance. Ma tante a choisi l'endroit parce qu'il rend bien en photo. Ma mère portait un tailleur pastel complet, comme si elle se rendait à un déjeuner de charité. Et Jacques, mon frère, est arrivé avec 10 minutes de retard, riant bruyamment comme si le monde attendait son arrivée. Je portais une robe en lin beige. Simple, propre, rien qui n'attire l'attention. Je savais comment leur jeu fonctionnait. La personne qui attire le moins l'attention est la moins susceptible d'être attaquée. Mais ce jour-là, j'ai mal calculé. Au moment où j'ai tiré la chaise, la seule sans carton nominatif, je l'ai remarqué. Jacques m'a regardé de haut en bas et a ri comme s'il venait de voir quelque chose d'hilarant. Mon Dieu, on dirait que tu sors tout droit d'un bac de dons derrière une église. Personne n'a protesté. Ma mère n'a même pas levé les yeux de son mimosa, bien que le sourire qui se dessinait au coin de ses lèvres l'ait trahi. Ma tante a toussé dans son verre comme pour étouffer un rire, puis a bu une autre gorgée. Je suis restée assise, sans expression, souriant comme si je n'avais rien entendu. C'était une compétence que j'avais perfectionnée au fil des ans. Rester silencieuse au bon moment, hocher la tête aux bons endroits, être agréable sans jamais paraître reconnaissante. Je croyais que si je réagissais, je serais celle qui gâcherait l'ambiance, celle qui est trop sensible. Alors, je ne réagissais pas. Mais cette fois, quelque chose était différent. Je ne me suis pas senti blessé comme avant. Je ne me suis pas senti triste ou humilié. J'ai juste ressenti une froideur. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je n'ai pas ressenti le besoin de pardonner. Je n'ai pas ressenti le besoin d'expliquer ou de me rappeler qu'ils ne le pensaient pas. Je suis restée assise là, sirotant un café tiède, et dans ma tête, j'ai commencé à planifier discrètement ce qui allait se passer ensuite. Je ne voulais plus endurer juste pour maintenir la paix. Et je savais, avec plus de certitude que je n'en avais ressenti depuis des années, que ce serait la dernière fois que je m'assierais à la chaise sans nom. Ce soir-là, je suis rentré plus tôt que d'habitude. Je ne me suis pas arrêté à l'épicerie. Je ne suis pas passé au café où j'allais habituellement pour une deuxième tasse. Je n'ai même pas allumé la radio pendant le trajet du retour. Je suis juste resté un moment dans ma voiture, fixant la lumière jaune pâle qui s'échappait du balcon de mon appartement avant de finalement sortir. À l'intérieur, tout était exactement là où il devait être, propre, ordonné comme toujours. Mais pour la première fois, cela ne semblait pas paisible. C'était vide d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Pas triste, juste une étrange sorte de silence qui suit une décision que vous avez déjà prise,
même si vous ne l'avez pas encore dit à voix haute. J'ai posé mon sac, préparé une tasse de thé à la menthe, sans sucre, et ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts tapaient avec détermination, sans hésitation. L'objet de l'email ne contenait que 2 mots, prête maintenant. Le destinataire était Jared, l'avocat avec qui j'avais travaillé en 2009 lors des problèmes de propriété de mon père. Je n'avais pas besoin de rien expliquer. Nous avions discuté de la vente du chalet plusieurs fois auparavant, mais j'avais toujours hésité. Toujours dit, ce n'est pas le bon moment. Ce soir-là, l'hésitation avait disparu. En appuyant sur « Envoyer », je savais avec une certitude absolue que cette fois, c'était réel. Immédiatement après, je me suis connecté au portail bancaire. Le compte de crédit familial, ce soi-disant « pool de crédit », que j'avais créé et géré pendant des années pour gérer commodément les dépenses partagées, était la prochaine chose que je fermerais. J'ai examiné chaque élément, qui avait l'autorisation, quels paiements automatiques étaient encore en cours, quelles cartes étaient liées. Je les ai supprimés un par un, comme si je détachais les dernières chaînes qui me liaient. Mes mains ne tremblaient pas. C'était comme ranger une pièce à laquelle j'avais été attaché, mais que je savais maintenant qu'il était temps de quitter. Enfin, j'ai ouvert le dossier de documents juridiques sur mon disque dur, l'endroit où je gardais des copies des contrats, du certificat de propriété du chalet et de toutes les factures d'entretien de plus d'une décennie. Chacune d'entre elles était à mon nom. Pas un centime n'était venu de quelqu'un d'autre dans la famille. Il ne l'appelait « notre chalet familial » que lorsqu'il voulait l'utiliser. J'ai ouvert le contrat de vente vierge que Jared m'avait envoyé il y a des mois, j'ai enregistré une nouvelle copie et je l'ai titré « Vente-Battle-Balak ». Quand j'ai fermé mon ordinateur portable, il était plus de minuit. La ville dehors bourdonnait encore. Mais à l'intérieur de mon appartement, tout était anormalement silencieux. J'ai pris la dernière gorgée de thé, la menthe encore légèrement chaude, et j'ai pensé que peut-être, pour la première fois depuis des années, j'avais fait un choix purement pour moi-même. Non pas parce que quelqu'un avait besoin de moi, mais parce que je ne voulais plus vivre comme le contact d'urgence pour des gens qui ne pensaient jamais à rappeler une fois qu'ils allaient bien. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai dit à personne que je me préparais à me retirer du système. Ils appelaient toujours ça le « fonds partagé », même s'ils ne partageaient jamais la responsabilité. Je n'ai pas envoyé de mail. Je n'ai pas laissé de mots dans le chat de groupe. Je n'ai laissé aucun indice. Je me suis juste assise, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à dénouer les fils qu'ils avaient noués autour de moi au fil des ans. J'ai ouvert le tableau de bord du compte, je me suis connecté au compte de crédit que j'avais toujours utilisé pour aider la famille en cas de besoin, une expression douce pour une responsabilité qui ne finissait jamais. J'ai vu la longue liste d'utilisateurs autorisés actifs, ma mère, Jacques et Eleanor. Chacun avait sa propre façon de l'utiliser, sa propre justification, mais aucun n'avait jamais demandé si j'étais toujours d'accord pour payer la note. Ma mère l'utilisait pour les charges, prétendant qu'elle était trop vieille pour apprendre à utiliser les services bancaires en ligne. Jacques l'utilisait pour des investissements d'image. Ce qui signifiait des vêtements, de l'alcool, des bars, et occasionnellement des hôtels pour ses nouvelles petites amies. Ma tante l'utilisait moins, mais commandait quand même régulièrement des colis Amazon au chalet, en disant toujours « je te ferai un virement plus tard ». Ce qu'elle ne faisait jamais. J'avais vécu trop longtemps dans cette zone grise. Au début, je suivais chaque transaction, je faisais des feuilles de calcul, je prenais des captures d'écran des reçus et je les envoyais au groupe, attendant que quelqu'un réponde. Finalement, j'ai arrêté d'envoyer, arrêté de demander, parce que j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas oublié. Ils ne se sentaient tout simplement jamais obligés de rembourser. À leurs yeux, j'étais celle qui avait de l'argent, sans dépendant, qui devrait aider si elle le pouvait. Ils aimaient répéter la phrase « le sang doit soutenir le sang ». Mais j'ai commencé à réaliser que soutenir ne signifie pas se laisser marcher dessus. J'ai retiré chaque personne du compte. Chaque fois que le système demandait « êtes-vous sûr de vouloir révoquer l'accès ?», j'étais sûr, plus que je ne l'avais jamais été, même si une petite partie de moi tremblait, comme si je faisais quelque chose de mal, comme si me défendre me vaudrait l'étiquette des « égoïstes ». Mais je savais que si je continuais comme ça, je serais égoïste envers moi-même. Une fois que j'ai fini avec le compte de crédit, je me suis tourné vers le chalet. J'ai ouvert mon suivi des dépenses où j'avais consigné chaque facture depuis plus de 10 ans. Électricité, eau, assurance, entretien de la pelouse, nettoyage régulier. De petites choses, bien sûr, mais ensemble, elles s'élevaient à des milliers de dollars chaque année.
Je me suis souvenu de chaque été où ils affluaient au chalet, riaient, mangeaient, buvaient, puis me laissaient avec le désordre et une pile de factures impayées. Personne n'a jamais demandé « Quelle est la facture d'électricité ce mois-ci » Ils demandaient seulement « Où est la clé du chalet ?» J'ai tout arrêté. Un élément à la fois, pas de renouvellement, plus de paiement. Je savais que le chalet ne s'effondrerait pas du jour au lendemain. Mais après seulement quelques semaines sans gérer les factures, le système commencerait à tout couper. L'électricité serait coupée, l'eau fermée, et la compagnie d'assurance commencerait à envoyer des avertissements. Et si quelqu'un décidait de passer un week-end là-bas, il trouverait une maison sombre et froide avec de l'herbe jusqu'aux genoux. Personne ne se souvient jamais de la personne qui, discrètement, la gardait propre, sûre et en état de marche, jusqu'à ce que cette personne ne soit plus là. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais même pas triste. C'était comme retirer un vieux pansement d'une blessure déjà guérie. Il n'y avait pas de douleur, mais une douleur sourde persistait, le genre qui vous fait réaliser depuis combien de temps vous avez laissé quelque chose s'accrocher à vous alors qu'il aurait dû être lâché il y a longtemps. Je n'ai prévenu personne parce que je savais que si je disais quelque chose, ils appelleraient ça un malentendu. Ils en riraient, enverraient des émojis, ou pire, feraient semblant d'être désolés juste assez pour me faire fléchir à nouveau. Ils l'avaient fait pendant des années, et j'étais toujours tombé dans le panneau. Mais pas cette fois. Cette fois, je voulais laisser le silence être le témoin de mon choix. Pas d'avertissement, pas d'explication, pas de négociation. J'ai attendu. Pas parce que je voulais qu'il souffre. Je voulais juste voir quelle serait la première chose à s'effondrer une fois que j'aurais retiré ma main du système qu'il croyait que je soutiendrais toujours. La carte de Jacques au bar, la facture d'électricité impayée, une réservation de chalet qui ne pouvait être confirmée. Je ne savais pas et je n'avais pas besoin de le savoir, car pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru avoir le courage de faire. J'ai lâché prise, et je ne tendais plus la main. Il a fallu exactement 2 semaines, 14 jours depuis que j'avais discrètement dénoué chaque lien, annulé chaque paiement et m'étais éloigné de la toile financière dans laquelle j'avais été prise comme si c'était une partie non écrite du fait d'être la bonne fille ou la petite sœur fiable. Je n'ai pas compté les jours, mais je me souviens clairement du matin où les choses ont commencé à s'effilocher. Le premier message venait de Jacques. Une seule ligne courte et abrupte, sans salutation, « Pourquoi ma carte ne marche pas ?» J'ai fixé l'écran. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, un autre. Je suis à Vegas. Ne me dis pas que tu l'as fermé. Puis sont venus les appels. 3 d'affilée. Je les ai laissés sonner, puis j'ai éteint mon téléphone. Non pas par colère, mais parce que j'en avais assez entendu. Dans l'après-midi, ma mère a envoyé une série de messages. Au début, elle semblait calme. Le courant a été coupé chez moi. Y a-t-il un problème avec le système de paiement? Puis, l'application bancaire dit refuser. Je ne sais pas comment réparer ça. Et enfin, comme toujours, peux-tu y jeter un œil pour moi? Mais cette fois, je n'étais pas celle qui jetait un œil. J'ai retourné le téléphone face contre la table, me suis versé un autre verre d'eau et je suis resté assise en silence. Le lendemain, le chat de groupe de la famille s'est enflammé. Ma tante a envoyé une photo du chalet, le porche envahi par la végétation, l'herbe du jardin lui arrivant aux genoux, la lumière du porche éteinte. Rachel, il se passe quelque chose? Mon père est intervenu, demandant pourquoi l'assurance avait expiré, pourquoi le chalet avait été signalé comme à haut risque. J'ai su alors qu'ils commençaient à sentir l'espace que j'avais laissé derrière moi. Non pas parce que je leur manquais, mais parce qu'ils avaient besoin de moi. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas dit un mot, je n'ai pas souligné que tout ce qui s'effondrait maintenant n'était que le résultat direct d'une décision qu'ils n'avaient jamais cru que j'aurais le courage de prendre. J'ai mis les notifications du chat en sourdine, j'ai mis mon téléphone de côté et j'ai ouvert mon application de cartographie. Le lac Cattle était à environ 4 heures de route de Houston. Je connaissais la route par cœur. Chaque aire de repos, chaque virage, chaque route bordée d'arbres menant au chalet. Mais cette fois, le trajet avait un but différent. Je n'y allais pas pour vérifier, réparer quelque chose ou préparer l'escapade de quelqu'un d'autre. Cette fois, j'y allais pour dire au revoir. Je suis arrivé tôt le matin, alors que la brume s'accrochait encore à la surface du lac et que l'air portait l'odeur humide de l'herbe en décomposition. Le chalet ressemblait beaucoup à la dernière fois que j'y étais. Le même porche en bois familier.
Les cadres de fenêtres peints en blanc qui s'écaillaient avec l'âge. La vieille balançoire montrant encore des marques de brûlure de l'époque où Jacques s'était emporté avec des feux d'artifice. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Plus d'anticipation. Juste un vide silencieux. Comme si la maison elle-même savait que son temps était écoulé. Je suis entré et j'ai allumé les lumières. L'ampoule vacillait encore, même si je savais que la prochaine facture d'électricité ne serait pas payée. J'ai fait un tour lent du chalet, ma main frôlant la table en bois que j'avais passé 3 jours entiers à poncer et à revernir des années auparavant. J'ai levé les yeux vers le mur où les photos de famille étaient accrochées, une rangée de vieux cadres, mes parents souriant avec les bras l'un autour de l'autre, Jacques me portant sur son dos quand nous étions enfants, toute la famille se tenant fièrement devant le chalet ce premier été après que je l'ai sauvé. Je les ai fixés longtemps. Puis j'ai levé la main et j'ai commencé à les décrocher. Sans hâte, sans brutalité, une par une, avec soin, délibérément, comme si j'enlevais des parties d'un passé que je ne voulais plus exposer. J'ai placé chaque photo dans une petite boîte en bois, je l'ai scellée et j'ai écrit sur le couvercle avec un marqueur, « Famille », ce qu'elle était. Pas pour la jeter, juste pour la ranger. Parce que je savais que ce que je devais garder, c'était la leçon, pas la preuve. Cet après-midi-là, je me suis assise au bureau près de la fenêtre, où la lumière du soleil filtrait à travers les arbres et dispersait de douces taches de lumière sur le sol. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé un email à Jared, mon avocat. L'objet était simple, allez-y, j'ai joint tous les documents dont il avait besoin pour commencer la mise en vente officielle du chalet. Je lui ai demandé de garder le silence. Pas de publication publique avant que les formalités légales ne soient terminées. Pas de miettes de pain numérique que ma famille pourrait suivre. Quand j'ai cliqué sur « Envoyer », je n'ai ressenti aucun regret. J'ai ressenti une clarté nette et silencieuse que je n'avais jamais connue auparavant. Ce chalet avait autrefois semblé être un endroit auquel je pourrais rester connecté pour le reste de ma vie. Mais maintenant, je comprenais que ce n'était qu'une maison. Et aucune maison ne vaut la peine d'être conservée si c'est la seule chose qui vous lie à des gens qui ne savent pas comment aimer. Je n'avais pas l'intention de demander le remboursement de l'argent. Honnêtement, pendant des années, je me suis dit que ça n'en valait pas la peine, que ça ne valait pas la peine de briser le peu de paix qu'il nous restait. Je m'étais entraîné à laisser tomber, à transformer des prénoms remboursés en cadeaux, à croire que préserver l'harmonie était plus important que l'équité. Mais ensuite, quelque chose change, non pas parce que le montant est trop élevé, mais parce que le sentiment d'être prise pour acquise s'est trop profondément ancré. Ce soir-là, j'étais assise à mon bureau, la lueur de l'écran de l'ordinateur portable éclairant une tasse de thé refroidi. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul et j'ai tapé un chiffre, 4000 $. Je n'ai pas eu besoin de vérifier d'anciennes factures ou de croiser des comptes. Je me souvenais trop bien du jour où Jacques m'avait appelé, la voix tremblante, disant qu'il était sur le point d'être poursuivi pour fraude à l'assurance. Je me souviens d'avoir conduit sous une pluie battante pour rencontrer un avocat en son nom. Je me souviens de chaque email que j'ai envoyé, de chaque appel que j'ai passé, de chaque fois où j'ai soupiré fort parce que je nettoyais un désordre qui n'était pas le mien. Je me souviens même de sa faible poignée de main après et de la vague promesse, « Je te rembourserai dans 1 mois ». C'était il y a 16 mois. Pas de suivi, pas de chèque, pas de texto, rien. J'ai ajouté quelques lignes à la feuille de calcul. Solde impayé, 4000 $. Date d'échéance, 31 juillet. Pas de prolongation. Pas de discussion. Pas de négociation. J'ai joint le fichier à un email. Objet. Dernier appel. Je l'ai envoyé à Jacques. Puis je l'ai transféré à ma mère et à ma tante Éléanore. Non pas parce qu'elles étaient directement responsables, mais parce que je savais qu'elles parleraient. Je voulais que tout le monde le voie clairement. Cette fois, il n'y aurait pas d'euphémisme, pas d'adoucissement, pas de tournure polie comme, juste un petit rappel. Rien de doux là-dedans. J'avais porté le poids de cette famille assez longtemps. Les réactions sont venues rapidement. Ma mère a texté la première. Pas de questions, pas de reconnaissance de l'argent. Juste un seul emoji en pleurs et la phrase « Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne ». Je n'ai pas répondu. Je suis resté là, regardant ce message comme s'il venait d'une étrangère. J'avais été sa fille, mais seulement quand j'étais docile, silencieuse et que je tendais mon portefeuille sans un mot. Au moment où j'ai dit « ça suffit », j'ai cessé d'être sa fille. C'est tout ce que j'avais besoin de comprendre sur la conditionnalité de son amour.
Jacques a appelé immédiatement après. 5 appels d'affilée. Je n'ai pas décroché. Le dernier message est arrivé, long, décousu et si prévisible que j'aurais presque pu le réciter avant de le lire. Tu es toujours comme ça, si sensible. Pourquoi ne peut-on pas s'asseoir et parler comme une famille? Pourquoi en faire toute une histoire? C'est toujours la même chose. Quand ils font une bêtise, je suis trop sensible. Quand ils me doivent de l'argent, je suis mesquine. Quand je reste silencieuse, je suis froide. Et quand je m'exprime, c'est moi qui déchire la famille. J'ai posé mon téléphone face contre la table. Pas de réponse, pas d'explication, pas de répétition de la même boucle épuisante dans laquelle j'avais été prise toute ma vie. Le mercredi matin, j'ai reçu une notification de la banque. 1 000 $ avaient été déposés sur mon compte. L'expéditeur était mon père, pas Jacques. Et personne n'a laissé de mots ou d'excuses, juste une ligne de mémo vide. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un message de Jacques. Juste 2 mots, on est quitte. J'ai fixé ces mots et je n'ai rien ressenti, ni soulagement, ni satisfaction, ni colère, ni joie, juste du vide. Peut-être parce que pour une fois, je m'étais permis d'espérer un tout petit peu recevoir quelque chose de plus qu'une transaction, une simple reconnaissance, une once de respect. Mais ils ne pouvaient pas me donner ça, car à leurs yeux, je n'avais jamais été quelqu'un avec des sentiments. J'étais une machine qui réparait les choses. Un portefeuille ambulant, un plan de secours, une feuille utilisée seulement quand c'était pratique. Autrement, une chose. Mais au moins, cette fois, j'avais fait quelque chose que je n'avais jamais eu le courage de faire auparavant. J'ai dit non. J'ai fixé une date limite. Je les ai forcés à rendre ce qu'ils avaient un jour présumé pouvoir prendre sans permission. Non pas parce que j'avais besoin de l'argent, mais parce que j'avais besoin de savoir que plus personne ne définirait ma valeur à ma place. Et quand on est assez ferme, parfois, le silence devient la voix la plus forte de la pièce. Je n'ai pas écrit cet email en une seule fois. Il m'a fallu 3 jours, écrire, effacer, réécrire. Non pas parce que je n'étais pas prête, mais parce que je voulais que chaque mot soit béton. Pas de marge de manœuvre, pas d'ouverture pour un « salut, je prends des nouvelles », prétendant se soucier, mais en réalité juste pour tâter le terrain. J'ai commencé par lister chaque compte que j'avais jamais mis à mon nom pour eux. Pas les listes mentales que je me récitais dans ma tête, ni les post-it éparpillés sur mon frigo, mais un décompte détaillé et froid, électricité pour le chalet, à mon nom, contrat internet, à mon nom. Assurance habitation à mon nom depuis 2015, après que le crédit de papa ait été coupé. Je me souvenais de chaque appel à minuit demandant les informations de connexion. Chaque fois que Jacques disait « Je suis débordé. Peux-tu t'en occuper vite fait? Je te rembourse demain. » Et comment demain n'arrivait jamais. J'ai écrit clairement dans l'email, tous les comptes listés ci-dessus ont été annulés. À partir de maintenant, il n'y a plus de lien financier entre moi et un quelconque membre de la famille. Pas de diatribe, pas de justification, pas besoin. Ma dernière phrase était courte, simple et parfaitement claire, je ne suis plus celle qui porte le fardeau. Puis j'ai cliqué sur « Envoyer ». Il était 1h12 du matin. L'appartement était si silencieux que je pouvais entendre le doux tic-tac de l'horloge murale. Je suis restée assise là longtemps après. Pas de musique, pas de thé, juste moi, mes mains posées sur la table. Mon cœur ne se sentait pas plus léger, mais il ne se sentait plus lourd non plus. Quelque chose en moi s'était refermé. Pas une porte, un chapitre. Je ne m'attendais pas à une réponse. Et j'avais raison. Aucune n'est venue ce jour-là. Pas de chat de groupe, pas d'émoji. Pas même un tiède, pourquoi ferais-tu ça? Ils étaient silencieux. Le genre de silence qui ne vient que des gens qui savent que s'ils parlent maintenant, ils devront affronter une vérité qu'ils ont passé des années à prétendre ne pas voir, qu'ils avaient besoin de moi, et que je n'étais plus là. 2 jours plus tard, on a frappé à la porte. J'étais dans la cuisine, les mains encore mouillées après avoir fait la vaisselle. Au début, j'ai cru que c'était un voisin. Puis un deuxième coup, plus ferme, plus urgent. Je me suis séché les mains, je suis allé dans le couloir et j'ai jeté un œil par le Judas. C'était Jacques. Il avait l'air différent, portant un sweat à capuche gris délavé, les cheveux un peu en désordre, loin de la version soignée de lui-même qu'il publiait habituellement sur les réseaux sociaux. Il tenait un sac en papier, probablement avec un pack de 6 bières bon marché. J'ai ouvert la porte, non pas pour l'accueillir,
mais parce que je devais lui faire face. Pour en finir. Je ne suis pas là pour me battre, a-t-il dit dès que j'ai entrouvert la porte. Sa voix était plus basse que d'habitude, manquant de son arrogance habituelle. Je sais que tu es en colère, mais nous sommes frères et sœurs, non? On ne peut pas juste parler? Tu n'étais pas obligé de tout couper comme ça. Je suis resté là, sans l'inviter à entrer. La porte est restée entr'ouverte, juste assez pour laisser passer la brise, avec moi bloquant le seuil. Les frères et sœurs ne se traitent pas comme des distributeurs automatiques, ai-je dit, ma voix calme. Si calme que je la reconnaissais à peine. Tu dis qu'on devrait parler, mais depuis 10 ans, chaque conversation se termine par « peux-tu m'aider ?» Alors dis-moi, de quoi reste-t-il à parler? Il m'a regardé un instant, clignant rapidement des yeux comme s'il cherchait une ancienne version de moi. Celle qu'il se rappelait, facile à persuader, facile à attendrir, facile à faire taire. Mais je n'étais plus là. Je l'ai regardé dans les yeux, sans colère, sans sentimentalité, juste pleinement consciente de l'espace qui se trouvait maintenant entre deux personnes qui s'appelaient autrefois famille. Si tu as besoin de quelque chose, débrouille-toi, ai-je dit, comme je l'avais toujours fait. Puis j'ai doucement poussé la porte. Et ne reviens pas, à moins que ce que tu apportes ne soit pas juste une autre promesse. La porte s'est fermée. Pas de coups, pas de cris d'excuses, juste le léger frottement de ses chaussures s'éloignant, puis le silence. Je suis resté le dos contre la porte pendant un long moment. Pas de larmes, pas de tremblements, pas de sentiment de triomphe. Juste une simple vérité que j'avais mis 35 ans à apprendre, ne pas répondre est toujours une réponse. Et parfois, c'est la seule qui compte. J'ai toujours pensé que la partie la plus douloureuse d'une relation familiale était d'être oublié. Mais j'ai ensuite réalisé que non, la vraie douleur est d'être vu clairement, d'être ouvertement utilisé, et d'être toujours traité comme si on était invisible. Et parfois, la vérité vient de la personne la plus inattendue. Pour moi, elle est venue d'une femme que je n'aurais jamais pensé voir prendre mon parti. C'était un samedi matin. Je relisais la version finale du contrat de vente du chalet, lisant chaque ligne une dernière fois avant de l'envoyer au bureau de l'avocat. Le ciel était clair, la brise douce, l'appartement silencieux, comme si le monde lui-même me donnait l'espace pour clore un chapitre en paix. Puis la sonnette a retenti. Je me suis approché, j'ai regardé par le Judas et j'ai figé une seconde. C'était Amanda, la petite amie de Jacques. J'ai ouvert la porte sans rien dire. Elle est entrée, les deux mains agrippées à son sac à main, son maquillage subtil, mais ses yeux rouges et gonflés. Elle s'est assise, regardant autour d'elle comme si elle avait besoin de quelques secondes de plus pour croire que cela arrivait vraiment. Puis elle a commencé. J'ai trouvé les papiers du chalet, a-t-elle dit. Dans le tiroir du bureau de Jacques. Tout était à ton nom. J'ai tout lu. Les relevés bancaires, l'assurance, les impôts, tout. C'est toi depuis 2009. Je n'ai pas réagi, pas bronché, pas soupiré. Je suis juste resté là à écouter, comme si quelqu'un avait appuyé sur play sur un enregistrement que j'avais entendu tant de fois dans ma tête. La vérité, enfin dite à voix haute. Jacques m'a dit que c'était une propriété familiale, a poursuivi Amanda, sa voix se faisant plus basse. Qu'il était celui sur l'acte. Qu'il s'en occupait, qu'il payait pour tout. Je l'ai cru. J'étais fier. Honnêtement, chaque fois que nous y allions, j'avais l'impression de faire partie de quelque chose qu'il avait construit. Je postais des photos, je disais à mes amis, mon copain est le genre de gars qui gère les choses. Et puis j'ai découvert que tout était un mensonge. Elle a sorti un dossier de son sac, des pages usées, aux coins écornés, liés par un élastique. J'ai vu mon nom clairement imprimé sur chaque page, le contrat d'achat, les premiers relevés de prêt, la police d'assurance, les reçus d'impôts. Aucune mention de Jacques, pas une seule ligne. Je ne suis pas là pour semer la zizanie, a dit Amanda, la voix tremblante. Maintenant, je voulais juste te dire merci d'avoir maintenu cet endroit toutes ces années. Je suis désolé d'avoir cru au mensonge, de m'être assise dans ce chalet comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Et je voulais que tu saches que je l'ai quitté. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui construit des histoires entières juste pour se donner une bonne image. Elle s'est levée, a posé le dossier sur ma table basse et m'a regardé une dernière fois avant de se diriger vers la porte. Tu n'es pas invisible, a-t-elle dit. Et j'espère qu'à partir de maintenant, tu ne laisseras plus personne te traiter comme si tu l'étais. Quand la porte s'est refermée, je suis restée assise,
immobile, pendant un long moment. Le dossier était là, silencieux, solide, indéniable, un témoin. Pendant des années, j'avais vécu dans ce chalet en tant que gardienne, que financière, celle qui se mettait en retrait pour que d'autres puissent avancer. Et chaque fois que quelqu'un en parlait, on disait, le chalet familial, jamais, la maison de Rachel. Mais c'est moi qui ai empêché la banque de le saisir. Moi qui ai conduit 3 heures pour réparer une pompe à eau cassée. Moi qui ai accroché les photos, remplacé les ampoules, réparé la pourriture du bois. Non pas parce que j'aimais me sacrifier, mais parce que j'avais cru un jour que si j'étais assez bien, assez silencieuse, ils se souviendraient de moi. Ils se sont souvenus du chalet. Ils ont oublié la personne qui le maintenait debout. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon compte bancaire. J'ai viré 20 000 $ directement sur le compte joint de mes parents. Pas de mots, pas d'objets, pas besoin de reconnaissance. C'était la juste part de la vente du chalet. Même si chaque document était à mon nom, même si j'avais couvert tous les frais seul, j'ai envoyé l'argent non pas pour leur plaire, mais pour savoir, pour moi-même, que je ne leur devais rien. Le chalet a été officiellement vendu au début de la semaine suivante. J'ai reçu un email du cabinet d'avocats confirmant que le transfert était terminé. Je n'y suis pas retourné une dernière fois. Ce n'était pas nécessaire. Tout ce que j'avais besoin de prendre, je l'avais déjà pris. Et tout ce qui devait être laissé derrière, les faux souvenirs, le rôle que je n'avais jamais accepté volontairement, je l'ai tout laissé. J'ai déménagé de Houston quelques jours plus tard, j'ai acheté une petite maison dans les collines au nord d'Austin. Pas de pancarte devant, pas de lien avec qui que ce soit, juste moi, quelques vieux biens, une cuisine ensoleillée, un fauteuil de lecture près de la fenêtre, et un jardin où, pour la première fois de ma vie, je pouvais planter quelque chose sans craindre que quelqu'un d'autre ne le piétine. Le premier matin dans ma nouvelle maison, je me suis assise en sirotant un café, regardant la lumière du soleil filtrer à travers les arbres. Pas de téléphone qui sonne, pas de message de groupe, pas de questions comme « Peux-tu aider avec ça ?» Pour la première fois, je me suis sentie légère. Pas légère dans le sens de laisser quelque chose partir, mais légère parce que je savais enfin que je n'avais plus à porter quoi que ce soit qui ne m'appartenait pas. Et si quelqu'un me demandait ce que j'ai perdu dans tout ça, je dirais que je n'ai rien perdu. J'ai simplement récupéré la partie de ma vie qu'il pensait leur appartenir. Et cette fois, je la garde pour moi. 3 mois, ce n'est pas long si vous attendez que quelqu'un revienne, mais ça semble une éternité si vous passez chaque jour à attendre une sorte de bruit, que ce soit une demande, une tentative de culpabilisation ou juste un mème d'un chat de groupe auquel vous n'avez jamais vraiment appartenu. Ces 3 mois sont passés comme si quelqu'un avait coupé le son de toute ma vie. Personne n'a appelé. Personne n'a pris de nouvelles. Pas de message demandant si j'allais bien. Pas d'appel concernant des factures à vérifier. Pas de texte du genre, c'est du passé, passons à autre chose. Rien. Au début, j'ai pensé que le silence était temporaire. J'avais bien appris leur cycle émotionnel, d'abord la colère, puis la confusion, puis le blâme, puis la réconciliation. J'avais joué le rôle d'éponge émotionnelle plus de fois que je ne pouvais les compter. Sans jamais recevoir de véritables excuses. Mais cette fois, c'était différent. Personne n'est revenu. Personne n'a essayé de réparer les choses. Il n'y avait aucun signe que quelqu'un voulait rouvrir la porte que j'avais fermement close. Ils ont disparu, non pas parce qu'ils avaient changé, mais parce qu'ils ne savaient pas comment faire face à une version de moi qu'ils ne contrôlaient plus. Je pensais que le silence était effrayant. Que si personne n'avait besoin de moi, si personne n'appelait, je devais être seul. Mais j'en suis venu à voir que c'était leur bruit qui m'épuisait. Et ce silence était plus doux que je ne l'imaginais. Je ne me réveillais plus avec la pression de vérifier mon téléphone pour des urgences que j'étais censé gérer. Je ne me demandais plus comment trouver de l'argent pour couvrir la facture oubliée de quelqu'un d'autre. Je ne rédigeais plus de mails pour aplanir les erreurs commises par des adultes qui agissaient encore comme des enfants. Maintenant, chaque matin commence avec le son de l'eau qui bout dans la bouilloire, la lumière du soleil qui entre par la fenêtre, et une liste de choses à faire qui ne portent que mon nom. Je jardine. Je lis. Je cuisine. Non pas parce que quelqu'un vient, mais parce que je veux que mes dîners valent la peine d'être attendus. Certains jours, je mets de la musique à fond et je danse seul dans la cuisine. D'autres jours, je reste assise pendant des heures à regarder la lumière changer sur les murs au coucher du soleil. Je n'essaie pas de m'occuper. Je vis simplement d'une manière que je n'ai jamais été autorisé à vivre auparavant.
Dylan était le seul qui est resté dans mon monde. Mon cousin, 16 ans, maigre, silencieux, avec un regard que je n'avais jamais vu chez aucun des adultes de notre famille. Un regard de quelqu'un qui écoute vraiment. Chaque mois, Dylan venait à vélo et m'invitait à manger des hamburgers. Pas de questions indiscrètes, pas de pression pour que je parle. Certains jours, nous restions juste là, à mâcher des frites, à regarder la rue, sans rien dire. Mais une fois, alors que je mordais dans un hamburger encore chaud, Dylan a posé sa main sur la table, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je comprends ». Juste 2 mots. Pas besoin d'explication. Mais je savais qu'il comprenait vraiment. Parce qu'il n'avait jamais ri quand les autres faisaient de moi leur bouc émissaire. Parce qu'il n'avait jamais attendu que je sois utile pour être gentil. Parce qu'il n'avait pas besoin d'une raison pour choisir mon camp. Un après-midi de début d'automne, alors que je réorganisais la bibliothèque de mon salon, j'ai trouvé une carte postale glissée sous le cadre de la porte. Pas d'enveloppe, pas d'adresse de retour. Le recto montrait la photographie d'un lac au coucher du soleil, la lumière se déversant en violet et orange sur l'eau calme, étrangement similaire au lac près de l'ancien chalet. Au dos, il n'y avait qu'une seule petite phrase manuscrite, soigneusement écrite mais inconnue. Nous aurions dû faire mieux. Tu méritais mieux. Pas de nom, pas de signature, aucune idée de qui l'avait envoyé. Ça aurait pu être ma mère, ou Jacques, ou quelqu'un de la famille qui était resté silencieux assez longtemps pour me voir sombrer sans jamais parler. Ou peut-être que c'était un étranger, quelqu'un qui a vu une version de moi dans une histoire, dans un post, et qui a décidé d'envoyer les excuses que personne d'autre n'a jamais faites. J'ai tenu cette carte postale longtemps. Pas d'émotion, pas de larmes, mais quelque chose s'est adouci en moi. Non pas parce que j'ai pardonné, mais parce que j'ai réalisé que j'avais parcouru un long chemin. Je n'avais plus besoin d'excuses pour avancer. Je ne l'ai pas jeté. Je ne l'ai pas non plus exposé sur la table comme un trophée. Je l'ai doucement rangé dans un petit tiroir à côté de vieilles notes et de souvenirs que je n'utilisais plus. Non pas pour m'accrocher au passé, mais pour me rappeler que certaines portes doivent être fermées. Pas verrouillées, pas barricadées, juste fermées assez fermement pour que je ne sois plus attiré à travers elles. La liberté n'arrive pas avec des cris, des disputes ou des tours de victoire. Elle arrive quand on apprend à être seul sans se sentir incomplet. Quand on arrête de donner juste pour prouver qu'on compte pour les autres. Quand on se choisit soi-même sans culpabilité. Et quand on réalise que le silence que l'on craignait autrefois est le seul endroit où notre voix est pleinement entendue. Personne n'interrompt. Personne ne se moque. Personne ne demande « Pourquoi en fais-tu toute une histoire ?» Ma liberté n'était pas bruyante, mais elle était réelle, et c'était suffisant. Alors, et vous? Avez-vous déjà vécu dans une relation où vous étiez toujours celui ou celle qui portait, essayait, endurait juste pour empêcher tout de s'effondrer? Avez-vous déjà donné non pas parce que vous n'en aviez pas besoin, mais parce que vous pensiez, si je ne le fais pas, personne d'autre ne le fera? Et vous a-t-on déjà traité d'égoïste, de froid, de trop sensible, juste parce que vous vous êtes enfin levé et avez dit, ça suffit? Je ne sais pas où vous en êtes dans votre parcours. Peut-être que vous tenez encore les choses ensemble pour maintenir la paix. Peut-être que vous rédigez encore ces excuses pour quelque chose qui n'était pas de votre faute. Peut-être que vous espérez encore que si vous êtes juste un peu meilleur, que vous restez silencieux une fois de plus, que vous donnez un peu plus, les gens changeront, vous apprécieront, vous aimeront enfin de la bonne manière. Si vous en êtes là, je comprends. J'ai vécu toute une vie en y croyant aussi. Mais vous savez quoi? Certains endroits ne changent jamais, peu importe combien vous sacrifiez. Certaines personnes ne savent vous aimer que lorsque vous êtes utile. Et certaines relations, si vous n'en sortez pas, vous serez à jamais englouti par le rôle qu'ils ont écrit pour vous. Non pas parce que vous n'étiez pas assez bien, mais parce que vous étiez trop prompt à pardonner, trop disposé à rester, trop habitué à être le sol sur lequel les autres marchent. Il m'a fallu plus de 30 ans pour comprendre cela. La gentillesse ne signifie pas laisser les autres vous marcher dessus sans la moindre honte. L'amour n'est pas à sens unique. Et la famille, si elle n'existe que lorsque vous en payez le prix, n'est pas de l'amour. C'est une transaction. Et avec toute transaction, vous avez le droit de vous retirer dès que vous réalisez que vous êtes perdant. Laissez un commentaire. Racontez-moi le moment où vous avez choisi d'arrêter, même si ce n'était qu'un petit « non » silencieux. Dites-moi combien de temps il vous a fallu pour réaliser que vous n'avez pas à être la personne la plus utile dans la vie de quelqu'un juste pour être autorisé à y rester.
Parce que peut-être, juste peut-être, votre histoire sera la clé qui aidera quelqu'un d'autre à le réaliser. Personne n'est né pour être le dépotoir des attentes de quelqu'un, la décharge émotionnelle ou le distributeur automatique personnel, peu importe le titre que cette personne porte, même si c'est la famille. Et si personne ne vous l'a jamais dit auparavant, laissez-moi être la première. Vous méritez d'être aimé sans avoir à payer pour cela. Vous méritez d'exister sans porter le poids. Et vous avez le droit de choisir à nouveau votre vie, vos limites et vous-même.